Sauf erreur, il doit y avoir un micro qui se promène dans cette salle. Et si vous avez envie d'apporter une contribution, des remarques, des questions, tout ce que vous voulez, il faut quoi ? Il faut se lever. Oui, il faut se lever, me dit le cadreur. Il faut se lever et il faut se présenter aussi. Comme on veut, on a le droit de prendre une fausse identité, mais il faut se présenter avant. Madame, on va vous apporter juste là-bas. Evelyne Merchet, Force ouvrière. Donc on voit à quel point nos 4 intervenants sont impliqués. L'implication, c'est probablement une des clés. Mais il y en a une autre, c'est la collaboration. Et la collaboration n'est pas facile. Il faut d'abord se rencontrer, se connaître le plus possible et également avoir à la fois confiance tout en étant prudent. C'est un exercice assez difficile qui demande beaucoup donc, d'être en capacité d'être un excellent négociateur. Parmi nos 4 orateurs, on voit que très souvent c'est le cas. Et ça me ramène, moi, en tant que syndicaliste, au dialogue social territorial. Que d'efforts il faut faire pour arriver à se connaître, à se comprendre, à admettre les intérêts de l'autre tout en respectant les siens. Je crois que les relations humaines en matière donc de transformation écologique, sociale, sont essentielles. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ? Alors, on va prendre plusieurs questions auxquelles on répondra. Et madame, je vous renvoie peut-être, mais peut-être êtes-vous déjà inscrite à l'atelier qui s'appelle « Les déterminants du changement », qui va sûrement travailler ces choses-là, et où vous pourrez développer votre point de vue. Mais nos amis orateurs, dotés de capital social, comme dit... puisque chacun y va de son philosophe et de son sociologue, comme dit Bourdieu, ils sont en train de prendre des notes, donc ils ont sûrement envie de réagir. D'autres questions, réactions, remarques, envie d'enrichir cette discussion qui pour l'instant est un petit peu, vous avez vu, seconde révolution industrielle. Monsieur. Bonjour. Oui, ça marche. Bonjour, Jérôme Klimzea de Lille Métropole. Une question simple et courte. Quelle place du citoyen dans la TESR ? Je n'ai pas beaucoup entendu le mot citoyen jusqu'à présent. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse approfondir cette question du citoyen au-delà de nos différentes institutions. D'autres remarques ? Monsieur ? Bonjour, Didier Gaillan, donc lycée Béal de Lens. Alors juste une précision historique, tout à l'heure vous cherchiez un terme moyenâgeux, nous on le connaît dans le bassin minier, ça s'appelait baronnie. Vous aviez des barons qui vivaient dans des baronnies. Donc voilà, ça c'était juste une précision sémantique. Non, mais de rien, pensez-vous, nous les avons bien connus. Il y a donc Emmanuel Leroy-Ladurie dans cette salle. Oui, donc j'allais aussi moi poser la question sur la citoyenneté, donc merci de l'avoir posée. Donc je vais simplement poser une toute petite question à Jean Gadret. Pourra-t-il quand même, bien qu'on ne parle pas aujourd'hui de Jérémy Rifkins, essayer de nous préciser la filiation quand même, qui moi m'a un peu échappé, entre la TESR et la TRI. Merci. C'est-à-dire demander à l'avocat, au procureur d'assurer la défense, c'est un petit peu un contre-emploi qui peut être intéressant. Hein. Aucun problème, très bien. Monsieur ? Là-bas, au fond de la salle. Touc, 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 touc. Bonjour, je m'appelle Henri Hoyer, je suis directeur général des services de la mairie de Méricourt. La question qui me vient à l'esprit et qui me taraude devant cette dynamique locale, c'est la question de l'arbitrage.
On a évoqué le rôle de l'État qui tend à s'estomper, mais on peut, même si c'est une vision un peu idyllique, mais bon, pour faire court, hein, imaginer que l'État assurait un certain nombre de grands équilibres entre les territoires. Nous allons donc nous trouver devant une politique locale réalisée par des acteurs locaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des modes d'arbitrage à réinventer pour ne pas que les uns tirent une partie de la couverture des autres? Qui arbitre? S'il y a lieu. Madame, on vous apporte un micro et il est ouvert. Merci. Karine Vermeer, département du Nord. Alors j'ai une question un petit peu similaire à deux autres intervenants. Je pense qu'effectivement, maintenant, il est plus que temps de s'intéresser à la place de l'habitant dans cette transformation, notamment en s'interrogeant sur les vocabulaires employés. Bon, moi, personnellement, je suis cette démarche depuis effectivement 2006. J'ai parfaitement approprié le vocabulaire technique. Je trouve ça dommage qu'on ne s'interroge pas sur la communication de ce très intéressant projet auprès des habitants. En même temps, ce petit film de 9 minutes, je ne voudrais pas défendre mon employeur. Qui le voit? Ah, il est sur le site internet. Et après, c'est à chaque collectivité de se la... C'est ma question. Très bien, je ne vais pas faire les réponses. Monsieur, et peut-être après une dernière question, et puis on va les laisser répondre, et puis on prendra une nouvelle vague. Tout ça jusqu'à 10h55. Oui, bonjour. Olivier Petit, je suis économiste, je suis maître de conférence à l'Université d'Artois. Je suis aussi membre du Conseil scientifique et technique de la TESR. On a bien entendu que les 4 intervenants louaient cette politique. On a aussi entendu quelques éléments de limites. Et à travers les questions, je pense qu'on peut aussi en souligner certaines. Et j'aurais bien aimé quand même entendre les différents intervenants qui n'ont pas souligné ces limites, qu'ils doivent peut-être avoir aussi à l'esprit. L'autre élément, c'est à propos des biens communs. Quand j'ai parcouru le document qui nous a été distribué, je me demandais finalement s'il n'y avait pas des situations où on pouvait avoir des biens communs pour certains qui pouvaient entrer en conflit avec les biens communs pour d'autres. Par exemple, un des biens communs qui est souligné, c'est celui de pérenniser l'activité industrielle. Et puis, on insiste beaucoup sur la préservation de la biodiversité, la limitation des gaz à effet de serre. Comment, si on veut penser global, si on veut penser système, quels arbitrages on doit opérer pour concilier ces différents biens communs? Madame. Bonjour, Laurence Brassard du lycée professionnel de Wany, dans le bassin minier. Donc moi, ma question, elle rejoint celle de la citoyenneté, mais également celle qui permet, parce que je souhaiterais participer à un projet, mettre en place un projet avec des élèves dans le cadre du bassin minier uni. Et je voudrais savoir si je peux encore prendre contact avec Euralance pour, avec mes élèves, leur parler du projet qu'on souhaiterait porter. Et est-ce que c'est possible? Merci. Voilà, merci. Beaucoup. On vous prendra votre question dans la deuxième vague qui va ne pas manquer d'arriver, puisque je vais demander à ces 4 messieurs d'être concis. Et on va commencer, je propose donc, par Bernard Massé, puisqu'on parle tout de suite de est-ce qu'il y a encore une porte d'entrée dans Euralance. Je rappelle les questions qui ont été soulevées vite. Celle de la participation, de la confiance, etc., et des citoyens. Et question subsidiaire de la pédagogie, de comment on raconte ça maintenant. La question de l'arbitrage, des conflits, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun, qui définit un moment, qu'est-ce qui est plus un bien commun qu'un autre, et les limites que vous avez vues, vous, à cette TESR, et puis Rifkin, mais Rifkin. On commence avec vous. Oui, bon, ma réponse va être celle de Rallon, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement globale. Je ne peux vous parler que de ce que l'on fait. Vous parliez de citoyens. Il est évident que la démarche projet ne peut exister et n'est valable que si elle concerne les citoyens. Ce que l'on fait, ça n'est pas détaché évidemment de la population, au contraire. Et dans les projets qui nous arrivent, on voit bien qu'une exigence constante est celle justement de la participation citoyenne, y compris à l'élaboration des projets. Souvent même, cette participation ou cette incitation
à mettre en œuvre les citoyens devrait se situer avant. C'est un forum que nous sommes en train de préparer sur la participation citoyenne et qui est une contribution de Rallens à justement cette démarche. On est en train de préparer, en liaison d'ailleurs avec les élus qui doivent être les premiers à le vouloir et qui semblent le vouloir. On est dans un état d'esprit qui est en train d'évoluer. On met en place aussi de la même manière un forum économie-formation qui concerne le lien que l'on doit essayer de trouver entre le développement économique, entre le développement du territoire et les formations adaptées. Le lycée Béal est déjà dans la démarche, d'autres lycées peuvent y entrer, je dis ça pour répondre bien entendu à la question qui a été posée. Et à propos de pédagogie, à propos de relations avec les élèves et les lycées, nous avons aussi engagé avec l'Éducation nationale, à la demande d'ailleurs de l'Éducation nationale, de l'Académie de Lille, une convention a été signée avec le rectorat, une démarche pédagogique en direction des professeurs, des collèges et lycées, afin que ceux-ci puissent parler à leurs élèves de l'évolution du territoire et en particulier des démarches du type de celle de Rallens qui peuvent les mettre en perspective par rapport à une évolution que jusqu'à présent ils ne perçoivent pas ou perçoivent difficilement. Vous trouvez d'ailleurs les premiers travaux qui sont en cours sur le site de l'Académie de Lille. Merci. Je vous demande de passer votre micro à votre voisin, qui va faire aussi concis. Alors, il y a un tas de sujets sur lesquels j'ai aucune ni compétence ni légitimité. Deux, trois réflexions sur l'intervention de Madame la représentante de Force ouvrière. Je pense que très alerte sur tout ce qui est de l'univers du paritarisme social. Et je vais faire une comparaison avec ce que j'appellerais aujourd'hui la constitution de ce qu'on pourrait appeler le paritarisme territorial. Il est une évidence historique, c'est que le paritarisme social a produit une énorme avancée sur un certain nombre de droits qui ont pu être élargis aux salariés. Les premières caisses d'allocation familiale, les premières caisses de chômage, les premières caisses de retraite, les premières caisses de mutuelles de prévoyance. Tout ça est né et fréquemment dans la région. D'ailleurs, pensez au 1% logement, en fait, qui est né aussi ici de manière volontaire, certes dans le cadre aussi de rapports de force. Enfin, je veux dire, je ne vais pas non plus présenter ça dans un système idyllique, mais néanmoins, on voit bien qu'un certain nombre de grandes avancées sociales ont été le fruit de cette capacité qu'ont pu avoir représentants ouvriers et représentants patronaux de trouver un certain nombre de réponses. Et je pense qu'on est peut-être dans une dynamique de ce type ici, de ce que j'appellerais donc le paritarisme territorial, à savoir identifier les acteurs qui sur un sujet ont intérêt à travailler ensemble. Donc il faut déjà qu'ils décèlent qu'ils ont intérêt à travailler ensemble, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils se reconnaissent, et là le processus peut démarrer. Et au moment où ils commencent à se connaître et à se reconnaître, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'impliquer. Et moi, je voudrais donner un exemple de l'articulation, en quoi l'implication change notre manière. Alors, je vais le dire, à la Caisse des dépôts, on est de culture plutôt un peu techno, et donc ça va ou ça va pas, c'est oui ou c'est non. Je pense à un dossier porté par Jean-François Caron, les apprentis d'Auteuil. Voilà un dossier qui nous arrive. Vous savez qu'on a un mandat de l'État de gérer le PIA, le programme d'investissement d'avenir, pas sur toutes les lignes. Hein. On ne s'occupe pas des universités, ni des IDEX, ni des LABEX. Hein. Je le précise à Mme Rousseau, ce n'est pas du tout un mandat qui nous a été confié, pour pas qu'il y ait malentendu et d'ambiguïté. Donc, nous, on s'occupait de ce qui était la formation par alternance. Je reçois un dossier très éloigné des critères d'éligibilité. Ben vraiment, voilà. Enfin, donc, ma pensée techno, c'est pas dans les clous, dégagez, circulez, au revoir messieurs, malheureusement, vous ne correspondez pas aux critères. Ah, je me dis quand même, c'est ballot cette affaire. Je suivais un peu de ce qui se passait ici dans ces débats. C'est ballot, parce que quand même, là, il y a quelque chose d'exemplaire qui est en train de naître sur l'os. Si on arrivait à remettre en plus un processus de formation par alternance pour des jeunes qui vont travailler les écomatériaux, qui vont s'inscrire, parce que demain, on va réussir les 100 000 logements, bien entendu. Enfin, moi, j'ai un grand espoir. Il va nous falloir trouver les entreprises, les gens formés qui vont être capables d'agir, de poser correctement ces matériaux performants, etc. Mais si on n'a pas pensé à leur formation, on va être salement handicapé. Bref, par cette implication, ça impose à chacune des parties prenantes de regarder différemment la manière dont il travaille lui-même. Et ça, je pense que ça joue un effet
de changement de paradigme dont on va avoir un mal de chien à identifier les éléments de changement. Mais je crois qu'on bouge là, beaucoup plus profond par cette attitude-là. Bref, la Caisse des dépôts, si elle n'avait pas bien vu qu'il se passait des choses, et si elle avait exécuté loyalement son mandat, un mandat défini par l'État, non, les apprentis d'Auteuil, désolé, circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont obtenu, je ne sais plus, 4 millions, on leur a accordé de subventions, je crois, pour faire le bâtiment. Et ensuite, il y aura l'hébergement, lui qui aussi va bénéficier d'une importante contribution. Voilà un exemple très très simple. Articulation TESR, TRI, elle me semble plutôt évidente, moi. Je veux dire, lorsqu'on parvient à faire coproduire par deux institutions qui certes se côtoyaient, mais qui n'avaient pas encore beaucoup coproduit de concert, moi, quand je vois une grande institution présidée par M. Vasseur, la CRCI, et une grande autre institution, le Conseil régional, qui coproduisent une dynamique territoriale très forte de s'aventurer à mobiliser la société politique et la société des entreprises, les entreprises pour s'attaquer à ce sujet, moi ça me semble, alors c'est pas mécanique bien entendu, il n'y a rien de mécanique, mais il y a un effet de système, me semble-t-il, qui est lié aussi à la méthode. Enfin, voilà, c'était deux réflexions très, très, très simples sur le regard que peut poser un représentant de la Caisse des dépôts dans cette région Nord-Pas-de-Calais. Merci. Jean Gadret. Oui, alors tu m'as demandé de faire très très vite parce que c'est vrai ça. qu'on approche de la demi-heure de retard. Donc je vais faire très très vite, je suis désolé. Rifkin, bon j'avais prévu de ne pas en parler, mais sauf en présence de mon avocat, mais je n'ai pas d'autre avocat que moi et puis la question m'est posée. Mais alors en deux mots, on aurait pu avoir dans cette région un choc entre deux cadres de pensée, celui de la troisième révolution industrielle et celui de la TESR. Simplement les choses auraient été gérées avec intelligence, et à l'arrivée, ce qu'on a, ce n'est pas le livre de la troisième révolution industrielle appliqué à la région, c'est un projet régional reprenant ce qu'il y a de meilleur dans la troisième révolution industrielle et s'inscrivant dans la démarche de la TESR. Voilà mon diagnostic global. Cela dit, il y a intérêt à être vigilant quand même vis-à-vis des dérives technologistes que l'on trouve dans la pensée de Rifkin. Deuxième question, la place des citoyens. Bon là, je suis chercheur donc critique et donc elle est insuffisante. Voilà, elle n'est pas nulle, mais elle est insuffisante dans la TESR. C'est pas si évident que ça. Cela dit, nous y sommes très sensibles. La sociologue Hélène Melin, qui co-préside le conseil scientifique, et moi-même, nous en avons souvent évoqué l'importance. Mais il y a des choses. Si on regarde opération de développement par opération de développement, déjà des choses ont été faites qui ne sont pas négligeables du tout sur l'opération diabète en relation avec des associations d'éducation populaire et des acteurs de la science sociale, sur le lycée participatif avec des actions en direction des lycéens, sur la gouvernance alimentaire avec des réunions de restitution où il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, c'est pas nul, mais c'est largement insuffisant de mon point de vue. Et dernière question de mon ami économiste Olivier. Il y a des biens communs qui peuvent être en conflit entre eux. Oui, enfin, ça dépend. Faut discuter pour les rendre compatibles. Par exemple, tu cites, Olivier, pérenniser l'activité industrielle. Non, pour moi, ce n'est pas un bien commun en soi. Ça n'est un bien commun qu'en relation avec une réflexion sur les besoins. Donc, on peut repositionner cette question, pérenniser l'emploi. Insister sur, en particulier, la sécurisation de l'emploi, veiller à l'avenir de l'industrie. En soi, laisser l'activité industrielle au niveau où elle est telle qu'elle est, ce n'est pas un bien commun. Voilà, j'ai dû faire très vite. On termine par M. Duruflé, puis il y aura une dernière question très courte, puisque j'avais dit qu'il y aurait une deuxième vague, mais en fait, vous n'aurez pas de réponse. Donc, vous ne ferez pas... Peut-être autoriser monsieur à poser sa question tout de suite. Ah, c'est une option. Comme ça, éventuellement, vous avez la réaction de Yves Duruflé. Allez-y. Je suis invité aujourd'hui au sein du conseil régional, je trouve ça très bien. Mais en fait... je vous écoute depuis une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin, je suis Gilles Carpentier. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans le commerce. J'habite Roubaix ici. Je connaissais bien la région de Lens, etc. parce que je cours régulièrement sur les terris. Je fais du sport. Je fais pas mal de trail, pas mal de courses en nature. Ma question est, en fait, vous parlez d'enjeux financiers, de partage, de construction, de développement sur la région de Lens. C'est surtout le partage et la communication entre le domaine public et ses différents acteurs et le citoyen. Je pense qu'il y a vraiment un décalage avec ça. Et il y a peut-être beaucoup de choses à développer en faisant participer les citoyens dans le milieu associatif ou dans différents acteurs politiques ou
aux différentes cercles, cercles de la ville qui peut aider à construire ces différents partenariats pour pouvoir avancer là-dessus. Parce qu'autrement, je pense qu'on va beaucoup être en décalage au niveau des investissements. Vous remettez le point sur la participation des citoyens et l'articulation entre... Je vous remercie. Yves Duruflé, à la lourde charge. Pas allonger la table ronde. Juste 2 questions. La problématique en fait de la participation citoyenne et la problématique des lieux d'arbitrage sont des questions absolument cruciales qui croisent en fait des questions de société sur lesquelles nous sommes en train de débattre, notamment dans le cadre de la réforme territoriale. Évidemment, Madame Mercier, ça ne peut être qu'une démarche citoyenne et territoriale. Et Jean Gadrel l'a fort bien rappelé, ou Bernard Massé, les opérations de développement qui veulent être exemplaires et qui doivent être justement les bases sur lesquelles on pourra généraliser et étendre la démarche à d'autres secteurs, sont pour chacune d'entre elles autant de réponses à la problématique de comment associer l'ensemble des habitants et des acteurs et des partenaires à la démarche. Donc, et ça n'est jamais parfait, donc ça a toujours besoin d'être amélioré. Mais ces lieux d'association dans chacune de ces opérations de développement existent, et c'est une question qui évidemment doit traverser toute la problématique de la TESR. Deuxième question, les arbitrages. Moi, j'aimerais aussi qu'on se fasse un peu confiance, vous l'avez dit. C'est-à-dire que arrêtons de dire que parce qu'il n'y aura pas d'État, on va tomber obligatoirement dans des démarches strictement partisanes. Bon, on est aussi capable à la région de porter l'intérêt général. Et dans d'autres endroits également. Je parle de la région parce que je suis à la région. Et en conséquence de quoi, on voit bien que dans le cadre de la réforme territoriale, on envisage une conférence territoriale de l'action publique. On va voir comment on va faire vivre en fait ce lieu de concertation, déjà au moins entre collectivités, pour voir, puisque j'ai entendu les départements s'exprimer, pour voir, ou les collectivités, pour voir comment, justement, ensemble, on met en œuvre ces politiques publiques. Et comme le président de cette CTAP sera le président du conseil régional, ce sera à lui, dans une certaine mesure, de faire en sorte que la question soit posée. Alors ça se limite au niveau des collectivités. Il va de soi qu'il faut trouver et définir, et s'il n'existe pas, il faut les créer, des lieux d'arbitrage où chacun puisse être entendu sur la conception et la mise en œuvre de ces politiques publiques.